Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Léo Show. Aujourd'hui, je reçois Albert de SOS Ciné. J'ai eu vraiment beaucoup de fun à parler avec lui. On a parlé de plein d'affaires. C'était mon premier invité français. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Puis ouais, ça a donné un super bon podcast. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait faire? Je pense que oui. Puis si t'as des invités que t'aimerais voir au Léo Show, fais juste le dropper en commentaire, puis je vais tout faire mon possible pour inviter ceux qui sont intéressants. Et yes, bon show! En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Donc, ça va bien? Ouais, nickel. Faisais quoi aujourd'hui? On s'est fait défoncer aujourd'hui parce qu'on a eu, je crois, 35 départs en tournage. Oh, ok. Ok, fait que dans le bon sens. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter? Eh bien, je m'appelle Albert, j'ai 37 ans, je suis patron d'une société qui s'appelle SOS Ciné. On sévit dans le domaine de la location de matériel audiovisuel. Je fais aussi accessoirement des lives, je suis sur les réseaux sociaux, je suis l'ami de certains influenceurs comme Hardisk, Jérôme et d'autres. Jérôme de Naotech, et je fais de la production audiovisuelle aussi pour des clips ou d'autres choses, des marques. Ok, cool. Puis avant tout ça, avant SOS Ciné, tu faisais quoi? Des petits boulots. J'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai fait du théâtre aussi pas mal. J'aimais beaucoup ça. C'était une grosse passion dans ma vie. Quel genre de petits boulots? J'ai fait plongeur dans une pizzeria, livreur à scooter, vestiaire dans des boîtes de nuit, serveur. J'ai vendu des systèmes de sécurité. Des bons petits boulots de merde, quoi. OK, puis j'ai vu que tu traversais les frontières avec des tableaux. Oui, aussi, ouais. J'ai acheté et vendu pour le compte de riches personnes des tableaux dans des salles de vente et des choses comme ça. OK. Puis c'était comment de faire ça? C'était un peu avant de monter à SOS Ciné. C'était pendant une période où j'ai commencé la production de films. OK. Et du coup, j'avais rencontré des gens et ça m'a amené dans divers trucs. Comme j'étais quelqu'un qui avait pas trop froid aux yeux et quand tu me demandais de faire un truc, généralement, je le faisais. Voilà. OK. Puis comment qui est venue la transition vers SOS Ciné? C'est un type que j'ai rencontré qui s'appelle Anton, qui est russe et que j'ai rencontré sur une plage, qui lui faisait de la production de pilotes de séries pour la télévision. Sa société marchait pas du tout et il avait du vieux matériel tout pourrave dans sa cave que j'ai racheté. OK. Voilà. Et un jour, j'étais dans l'espèce de truc où je dormais, vivais. Enfin, c'était une espèce d'atelier sans douche, sans cuisine, sans toilette. Donc, une grande pièce vide avec une mezzanine et un canapé. Et j'étais avec deux asticots de l'époque avec qui je traînais. Et j'aurais dit, je vais monter une boîte de loc, j'essaie de lui trouver un nom, et puis on a brainstormé pendant 5 minutes, je les ai regardés, je dis non, c'est bon, j'ai trouvé, je vais l'appeler SOS Ciné. Cool. Puis ça a-tu bien marché directement au début? La première log, je me suis fait voler le matériel. OK. Raconte-moi ça. C'est un gars qui s'est présenté, paraissait louche et tout. Puis voilà, j'avais pas spécialement envie de le juger, mais il était quand même extrêmement bizarre. Et il m'a fait des chèques et tout. Puis moi, je connaissais rien. Et donc j'avais acheté 2 5D en plus. Et il s'est barré avec mes 2 5D, mes 2 optiques. Première loc. OK. Puis J'ai pas tout de suite, et j'ai mis un peu de temps avant de racheter des caméras. OK. Je me suis dit que les caméras, ça amenait pas forcément les bonnes personnes, et donc du coup, j'ai loué principalement de la lumière. OK. Voilà. Puis aujourd'hui, vous êtes spécialisé en lumière? Non, aujourd'hui, en fait, on fait très bien de la lumière, on fait très bien de la caméra et de la machinerie. Surtout beaucoup de machinerie pour caméra, Ronin, machin, enfin tout le système que tu vas avoir de motion control et
et de rigs et de bijoux de caméra qu'on sait très bien faire, riguer des caméras, monter des cross-épaules, des Ok. accessoires, des moniteurs déportés, des choses comme ça. Ça, on le gère. Et en lumière, on est un gros faiseur dans notre domaine en lumière. Alors, dans notre domaine, ça veut dire tous les tournages indépendants et tout. C'est vrai que les gens peuvent compter sur nous parce qu'on a de plus en plus de matériel haut de gamme à des prix assez fracassés. OK. OK. Puis, tu as dit que la première fois que tu t'avais fait voler ton matériel, quand que tu es loueur de matériel puis tu te fais voler, comment que ça fonctionne? Alors, tu as autant de manières de gérer l'affaire que de boîtes de loc. OK. Quand tu commences à grossir, tu prends des assurances. Aujourd'hui, nous, on est assurés. Et puis, en plus de ça, on a des disjoncteurs qui permettent de faire en sorte que les gens qui veulent nous voler ne viennent pas chez nous. On a des systèmes de vérification qui font que les mecs, ils abandonnent vite l'idée de nous voler. OK. Parce qu'on ne prend plus les chèques. Notamment, le plus gros problème, c'est les chèques. C'est-à-dire que tu trouves un chèque dans la rue, tu voles le chéquier de quelqu'un dans son sac et hop, tu fais une fausse pièce d'identité et c'est parti. Une carte bleue, il y a des imitations de cartes bleues, il y a des fausses cartes bleues qui circulent, mais les cautions qu'on prend fait que les banques sont interrogées et donc les fausses cartes bleues marchent assez mal avec notre système. OK. De plus, après, il y a des gens qui peuvent être extrêmement mal intentionnés, c'est-à-dire se faire une fausse pièce d'identité, ouvrir un compte dans une néobanque, mettre de l'argent dessus, mais les cautions qu'on prend et les valeurs des cautions qu'on prend par empreinte de carte font que il faut mieux aller voler quelqu'un d'autre que nous. OK. OK. Donc aujourd'hui, les vols sont assez rares. Si un de nos clients se faisait voler son matériel sur le tournage, eh bien, il y aura une prise en charge partielle de notre assurance et ensuite on se retourne vers lui avec huissier ou des choses comme ça, quoi, si jamais il veut pas payer. OK. Puis, j'ai pas trop compris. Il y a un magasin de photos, Images Photo Lyon, que Oui. je pense que vous êtes associé récemment. C'est quoi? En fait, alors, pour comprendre le développement de l'entreprise, il faut aussi en comprendre la manière dont elle est dirigée. C'est-à-dire qu'SOS Ouais. Ciné, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a un seul propriétaire d'SOS Ciné, c'est moi. Il n'y a pas OK. d'autres actionnaires. Et je suis un salarié. OK. Et au titre de salarié, j'ai un rôle à jouer dans SOS Ciné et je ne peux pas être à deux endroits au même moment. C'est-à-dire que je ne peux pas être à Paris en train de faire ce pourquoi SOS Ciné me paye en tant que salarié et à Lyon en train de faire la même chose. Donc pour ça, j'ai dû trouver des partenaires qui ne sont ni des associés, ni... Enfin voilà, il n'y a pas de... En tout cas... j'ai pas racheté Image Photo Lyon, ils n'ont pas racheté SOS Ciné, on n'a pas monté une troisième boîte où on est associés ensemble dessus. On est uniquement partenaires. Et dans ce partenariat, il y a la possibilité pour eux, sous réserve d'avoir un bénéfice ultérieur qui est calculé sur le chiffre d'affaires et la marge, de développer l'activité de location dans leur magasin. OK. Avec la bannière SOS Ciné. C'est-à-dire que nous sommes indépendants, mais nous sommes au premier étage d'Image Photo Lyon. OK. Est-ce que Donc c'est... ils nous mettent un local et on bénéficie aussi de leurs clients pour développer ce qui se passe, quoi. Est-ce que c'est comme une franchise? Non, c'est vraiment un partenariat, c'est un truc un peu embryonnaire. Okay. Moi, j'aime bien sortir des codes, et, pas forcément imiter ou me... En fait, il n'y a pas de règle pour travailler. Okay. Quand tu as envie de monter des affaires. Il n'y a pas vraiment de règle. Tu peux regarder ce qui se fait et prendre ce qui s'est fait par tes pairs en tant que modèle, ou tu peux décider dans le cadre de la loi, dans le cadre légal, de
trouver des accords avec des gens qui sont indépendants de toi et de dire, OK, très bien, et ben, sur ce terrain-là, en tout cas, on va être interdépendants. C'est-à-dire qu'on va être dépendants l'un de l'autre pour construire ça ensemble. Alors, ça va t'appartenir parce que c'est ce que tu fais, et ça va m'appartenir parce que c'est ce que je fais. Ça s'appelle, c'est une croyance de justice sociale où je me dis qu'en implantant SOS Ciné à Lyon, chez Image Photo Lyon, certes, ça ne leur appartient pas, mais le bénéfice qu'ils sont capables d'en tirer par la réussite de ce projet fait en sorte qu'ils vont aller dans ce sens. Et moi, la société est protégée sans que j'y sois, en me disant que même s'ils ont le savoir-faire, même s'ils ont la technologie, même si je leur apporte tout ce qu'est la boîte dans son ensemble chez eux, je garde la propriété de la marque et je crois suffisamment qu'on est dans un monde de marque pour que les utilisateurs, si jamais un jour il y a une séparation, suivent la marque et non pas le savoir-faire. OK. Voilà. OK. Puis comment, là, c'est comme tout un autre changement de sujet. Comment tu as commencé à collaborer avec d'autres créateurs de contenu? Exemple, tu l'as dit, Hardisk, Jérôme. Jérôme, j'ai porté son manteau pendant 30 minutes. OK. Et son sac pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il me demande qui je suis. Et je lui ai répondu qu'on était voisins et que j'allais pouvoir l'aider. Et Hardisk, je crois qu'on a dîné 60 fois ensemble. OK. Et puis un jour, il a eu l'idée de tourner cette vidéo et je lui ai dit oui. Je fais pas partie de ces gens qui sont amis avec les autres en se disant si je suis ami avec lui, je vais pouvoir faire ça. Je fais partie de ces gens qui ont envie d'avoir autour d'eux des gens intéressants qui font des choses, qui m'inspirent, qui pourraient éventuellement me rendre service un jour. Mais avant de penser à me rendre service, je regarde si ces gens-là me correspondent humainement. OK. J'ai rencontré énormément d'influenceurs. Parce qu'une fois que tu en rencontres un, tu en rencontres deux, trois, quatre. Et puis, dans la position dans laquelle j'étais, il faut comprendre que j'étais aussi dans une position de force par rapport aux influenceurs. Il y a quelques années en arrière, ils n'avaient pas la notoriété qu'ils avaient. Et moi, j'avais la possibilité de leur donner des moyens qu'ils ne pouvaient pas avoir. Donc, on se retrouve dans cette situation d'interdépendance et de justice sociale en se disant, on est tous les deux dépendants, mais on décide de se retrouver au milieu pour faire un bout de chemin ensemble parce que l'un et l'autre, on peut s'apporter quelque chose. Ouais. Okay. Et de ces chemins-là, il y a des relations qui se sont faites, il y a des relations qui se sont défaites avec d'autres personnes parce qu'ils ne me correspondaient pas. Mais je place l'humain au centre de la machine. Parce que je vais te dire un truc, je vais te faire une réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'étais avec quelqu'un qui est très proche de moi et j'allais pas très bien, j'étais triste. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui va pas? Et je dis, bah, c'est compliqué en ce moment. Et elle me répond, mais putain, mais tu marches. Enfin, je veux dire, tout le monde se casse la gueule et toi, tu fonctionnes. Et je disais, bah voilà, c'est exactement ça le problème. Le problème, c'est que je suis pas heureux et ça n'a rien à voir avec le fait que ça marche ou que ça marche pas. OK. Je peux être heureux quand ça marche pas et je peux être malheureux quand ça marche et inversement. Mais l'un et l'autre n'ont rien à voir. Et les choix, et c'est ça, c'est Jérôme, on est devenu amis, Hardisk, on est devenu amis. Et de temps en temps, on fait du business ensemble. De temps en temps. OK. Voilà. Mais c'est assez rare. Et c'est de plus en plus rare parce que plus on devient amis, moins on a envie de faire de business ensemble parce qu'on se dit, si jamais on faisait du business et que ça gâchait notre amitié, ça serait chiant. C'est sûr. C'est sûr. Voilà, donc on fait de plus en plus attention. En revanche, avec d'autres influenceurs, ça a été des relations collaboratives très court terme sur des one shots qui m'ont pas plu quoi. Vraiment plus, c'était plus du business. C'était ça, c'était un cadre, on pose le cadre, on fait ça l'un pour l'autre, bim bam, et puis une fois qu'on a fini la transaction, on arrête. Mais le truc de leur métier, des métiers comme Jérôme, comme Hardisk, comme ceux que j'ai pu rencontrer, c'est que le one shot fonctionne pas avec des petites structures comme la mienne. Ce qui marche, c'est vraiment
en fait, eux, ils mettent en scène une partie de leur vie. Jérôme, il travaille facilement entre 13 et 16 heures par jour, tous les jours. C'est énorme. Il est au bureau à 6 heures du matin, il part à 21 heures le soir. Donc, il y a une partie... si je partageais pas le quotidien comme je le fais avec Jérôme, je pense pas qu'on serait amis parce qu'il n'a pas le temps d'avoir des amis. Ouais. Hard Disk, c'est pareil, il travaille énormément, il est tout le temps pris, il met en scène sa vie, il met en scène tout. Enfin, à chaque fois qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils font une story, c'est du boulot pour eux. Et si j'étais juste partenaire commerciaux, bah, ça pourrait pas fonctionner parce que je serais dans un cadre où on dirait voilà, SOS Ciné c'est ceci ou SOS Ciné c'est cela. Mais c'est pas ce que j'ai envie ni pour moi, ni pour la boîte, ni pour les gens avec qui on participe. J'ai envie que ça soit quelque chose de fun, de modelable, avec lequel on puisse jouer, qui puisse apporter aux autres. Et donc, les accords commerciaux que je pourrais avoir avec des influenceurs ne m'intéressent pas parce que ça serait vraiment du aller. Toi, l'influenceur, vend un produit. Et ce que je fais, c'est que je ne vends pas un produit, je vends une philosophie. Donc, mais c'est aussi ça. Dans toutes les vidéos que j'ai vues où tu as participé avec Jérôme ou Hard Disk, tu n'arrives pas comme un collaborateur coincé. Je pense que il y a peut-être une partie personnage, mais je pense que tu es beaucoup toi-même. Comme que tu es. J'ai refusé beaucoup de collaborations. Des choses avec des influenceurs qui avaient des millions d'abonnés. OK. Où j'ai dit non, ça m'intéresse pas parce que. Excuse-moi. On a perdu la vidéo. Ouais. Et voilà. Excuse-moi, j'avais un double appel. Je te disais, j'ai refusé des propositions d'influenceurs qui étaient vraiment, pour le coup, hyper honnêtes. Hein. Je veux dire, ça me coûtait rien, ça me demandait juste de mon temps ou des choses comme ça que j'ai refusé de donner parce que derrière, je me suis dit, c'est commercial, ça me gonfle. Enfin voilà, je suis pas là. Le business m'amuse pas tellement en fait. OK. Tu vois, le côté, viens, on fait du business, machin, etc. C'est très limité. Et c'est surtout limité dans un cadre assez violent. Le business, c'est très violent. C'est qui a l'avantage sur l'autre, souvent, c'est comme ça. Qui essaie de prendre position par rapport à l'autre. C'est des relations humaines que je trouve pas génial. C'est sûr. Mais je me sens choyé que tu sois ici quand tu me dis ouais, j'ai refusé des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. Je suis comme ah, cool, il est sur mon podcast. Mais je suis curieux, c'est quoi qui t'a donné envie de participer à mon podcast? La chance. Ah ouais? OK. Cool. En fait, tu sais, j'ai une assistante, Isabelle, qui m'a parlé de ton podcast, qui m'a dit ouais, est-ce que tu veux le faire? Et je lui dis bah qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'a dit bah j'en sais rien. Je lui ai dit oui. OK. Ben c'est une réponse honnête parce que je t'avoue que j'étais quand même surpris. T'es le premier Européen que j'ai sur mon podcast. J'ai reçu merci, ça me presque juste des Québécois. Puis ouais, je suis content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Un peu de retard, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai que je t'ai fait galérer 2 heures, je suis désolé. Est-ce que tu avais oublié? Non, j'avais pas oublié. J'ai même eu une alarme, mais j'étais en rendez-vous et je pouvais pas. En fait, si je sortais mon téléphone pendant ce rendez-vous, ça aurait été mal vu. OK. Ça s'éternisait. Je pouvais rien faire. J'étais bloqué et quand ça s'est décanté, je t'ai tout de suite envoyé un texto en te disant que non, j'avais pas oublié. Surtout qu'Isabelle me l'avait rappelé en début de journée. J'ai dit non, t'inquiète. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au bureau avec 1 heure de retard parce qu'il y avait tellement d'embouteillages que le Uber que j'ai pris est resté coincé. OK. Et quand je démarre ma journée avec 1 heure de retard, ouais. Tout est décalé de 1 heure. De retard. Et enfin, c'est pas 1 heure parce qu'en fait, le temps n'est pas. Il y a une chose très rigolote avec le temps, tu le verras, tu l'expérimenteras, c'est que le temps n'est pas, j'allais dire chronologique, mais c'est pas ça le mot. Une seconde ne passe jamais de la même manière de seconde en seconde. C'est-à-dire qu'on a le temps, on essaie de quantifier le temps, c'est-à-dire avec une montre, on voit les secondes qui passent de la même manière, mais en fait, c'est virtuel.
Et quand tu as 1 heure de retard au début de ta journée, à la fin de ta journée, tu as beaucoup plus d'heures de retard. Ouais. Puisque dès que tu commences à prendre du retard, tout est, tout est, tout est multiplié. Tout est multiplié par. Et encore là, on a resserré parce que j'ai eu que 2 heures, mais généralement, quand j'ai 1 heure de retard, je termine à 23 heures. OK. Est-ce qu'après le podcast, ta journée est finie aujourd'hui? Ouais, c'est fini. Ouais. Là, il est 20 heures chez toi? Ouais. OK. OK. Je t'avoue que le décalage horaire, c'était un peu compliqué pour moi à gérer. J'étais comme, hein, à quelle heure? Il est quelle heure là? Là, chez moi, il est 14 heures. Ah, ça va. Ouais, mais je me suis Et qu'est-ce que tu dit, fais toi dans la vie? en ce moment, je fais du daily vlog puis des podcasts. Ah ouais, Ok, donc tu te concentres à ça, parce que je vois un pot de peinture derrière toi, c'est ton studio? Exactement. Je suis présentement dans mon studio. J'ai une pièce qui est juste pour mon studio et j'ai des pots de peinture Ouais, je vois ça, ouais. C'est chouette. avec des souliers dessus. Là, j'ai un sac de Uber Eats. Donc tu te consacres uniquement à ça. Ouais, en ce moment, c'est tout mon focus est 100% là-dessus. Puis, je dirais pas que c'est facile, mais tu sais, je suis un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Toi, tes journées, ils ressemblent à quoi en pleine pandémie? C'est-tu différent d'avant? Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé? Sauf qu'il faut que je porte un masque et que OK. on doit s'organiser pour faire les courses beaucoup plus tôt. Mais de manière générale, ma vie n'a. Enfin, s'il y a des choses qui ont changé. En fait, ce qui a changé pendant la pandémie, c'est le rapport aux autres. C'est que les réactions que je peux avoir ou, euh, ou que les autres peuvent avoir dans les discussions, dans tout, il y a une peur qui s'est généralisée et qui est vraiment palpable, quoi. Et ça a changé. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus précaires et ont beaucoup plus peur qu'avant, et donc mes relations avec les autres ont changé. OK. Mais de manière factuelle, c'est-à-dire que mes journées, mes agendas, eux, n'ont pas bougé. OK. OK. Puis est-ce que quand que tout ça a commencé, est-ce que ça a mis un peu un frein sur ton entreprise? Alors, il y a eu le premier confinement qui a été très dur, puisque mes clients n'avaient plus le droit de travailler. Et donc ça a été un frein. À partir du moment où mes clients ont eu le droit de travailler, et je les félicite et je leur dis bravo, ils ont trouvé du boulot. Moi, faut savoir que je suis un gars extrêmement feignant. OK. Et je fais beaucoup confiance à mes clients pour me donner du boulot. OK. Alors j'en ai pris beaucoup des clients, puisqu'on est à 18 000 tournages en 5 ans. Ouais. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc j'ai beaucoup de clients, et donc je leur fais beaucoup confiance pour trouver du boulot, pour m'en donner ensuite à la suite. Et vraiment, notre job, et de plus en plus notre job, c'est d'être rassurant. Ouais. Parce qu'au-delà du matériel et de ça, il faut être de plus en plus arrangeant et de plus en plus rassurant à leur égard, pour leur dire que quoi qu'il arrive, on peut compter sur nous. Et quand ils arrivent chez nous et qu'ils voient qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a de l'activité, c'est extrêmement rassurant pour eux, en se disant, OK, je ne suis pas le seul à travailler, ça travaille, on va continuer. Et il y a une espèce de roue de l'espoir qui se met en place comme ça. OK. Puis est-ce que, là, sans parler de tout ce qui est travail, comment que ça se passe, la pandémie en France? Bah, moi, de ce que je vois, hein, parce que je peux parler que de moi, finalement. Oui. Après, Ouais. il y a tout ce que racontent les informations et les trucs comme ça, mais j'ai tendance à essayer de ne pas trop les écouter. Donc il y a le climat de peur qui s'est instauré. Et je vois beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol. Hein. Je vois beaucoup de gens qui comprennent, qui font l'effort,
qui autour de moi, quand ça parle du gouvernement et des choses comme ça, j'ai autour de moi des gens qui se disent j'aimerais pas être à leur place, aux gens qui gouvernent aujourd'hui, mais j'en ai marre. Ouais. Mais je sais pas quoi faire en même temps. Alors, là, pas loin où on est, il y a ce que j'appelle des Covid parties, c'est-à-dire il y a des jeunes qui ont loué un Airbnb juste en face de mes bureaux, qui font tous les soirs des soirées avec plein de gens dedans. Et hier, il y en a un qui est venu me parler parce qu'il voit l'activité. Il me dit alors, SOS Ciné, tu vas racheter tout l'immeuble parce qu'on est en train de, enfin, on a pratiquement un immeuble. Et je l'ai regardé, et je lui ai dit comme ça. J'étais hyper dur avec lui, tu sais, j'étais vraiment un vieux con. Je dis ouais, enfin, genre, qu'est-ce que ça peut te foutre, quoi, genre. Vas-y, rentre, va t'amuser, connard. Ouais, ben ici aussi au Québec, tout le monde est tanné, tout le monde veut que ça finisse le plus vite. Mais ça finit pas vite à cause que il y a du monde que eux ils s'en foutent. Je suis plus modéré que toi sur le Ah, fait. Je vois beaucoup de gens. Je pense que une grande majorité des gens que je vois dans mon cercle privé et des gens que je vois dans la rue, la grande majorité ne s'en fout pas. Vraiment là. Et je pense vraiment que la maladie est très contagieuse. Et tu vois, hier, j'avais la même réflexion que toi. Je me dis, mais putain, on est en couvre-feu à 18h, on ne fait que voir les mêmes personnes. Comment ils arrivent à se contaminer entre eux tous les jours 20 000 personnes de plus? Comment ils y arrivent? Est-ce que comment c'est possible? Je veux dire, même les trucs sont fermés. Je veux dire, ok, très bien, mais il n'y a pas des Covid parties toutes les 2 mètres. Parce que je les vois, les jeunes, ils sont 15, ça va, quoi, tu vois. Je pense vraiment que ce truc est hyper virulent. Et que même si je pense que tout le monde donne le meilleur de soi-même, et c'est pas les quelques-uns qui foutent le bordel, c'est pas à cause de cela. C'est de la faute de personne, en fait. moi, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme toi, dans mon cercle proche, euh, il y a presque personne qui s'en fout, mais je sais pas s'il y a le même phénomène en Europe puis en France, mais ici au Québec, on a euh, ce qu'on appelle des complotistes qui, eux, croient dur comme fer que tout ça, c'est un plan, puis j'ai l'impression qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu ouvres un réseau social ou peu importe, c'est ça que tu vas voir. Tu vas voir une vidéo de quelqu'un qui se filme avec ses amis, qui se font des câlins. Mais est-ce qu'il y a ça en France? Tu sais, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, il y a des gens qui pensent beaucoup de choses, quoi. Bon, quand tu parles des complotistes, ces gens-là, je les comprends, en fait. C'est beaucoup plus facile de penser qu'il y a quelqu'un, une grande force qui dirige le monde et qui ment à tout le monde. Ça évite de se responsabiliser. Il y a une grande différence entre la responsabilité et la faute. Hum. La responsabilité, c'est faire ce qu'on peut. La faute, c'est penser qu'on a du pouvoir. Comprends bien cette différence. Je suis responsable, je fais ce que je peux, ça veut dire que j'ai le droit d'échouer. Et ça veut dire Ouais. que lorsque j'échoue, c'est pas de ma faute, mais que j'ai fait OK. ce que je pouvais. C'est ma responsabilité. Par exemple, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que personne ne chope le Covid chez moi, ou que moi, je ne chope pas le Covid. Si je le chope, ce ne sera pas de ma faute. Hum. D'accord? Je l'aurais chopé. C'est pas de chance. Mais en tout cas, je suis responsable. Je suis responsable parce que je crois que j'ai le devoir de prendre soin de moi, Hum. avec les fausses informations que j'ai. La faute, c'est penser qu'on peut avoir un pouvoir sur les choses qui ne nous appartiennent pas. Si je OK. chope le Covid et que je pense que c'est de ma faute que j'ai chopé le Covid, ça veut dire que je peux avoir un pouvoir sur les autres, un pouvoir sur la maladie, un pouvoir sur la chance, un pouvoir sur ceci ou sur cela. Je n'ai pas de pouvoir sur ces choses-là. C'est pas de ma faute, mais c'est ma responsabilité. Et croire qu'il y a une grande force qui dirige tout ça, qu'on nous ment, que ceci, que cela, que les masques, que machin, ça permet de se déresponsabiliser. Ouais. OK. OK, ouais. OK. C'est-à-dire,
Ah, mais moi, c'est même plus de ma faute, c'est que je suis pas responsable. On me ment. Et donc, du coup, c'est mon devoir d'aller faire porter et d'aller rétablir la vérité. Et là, on se pose en justicier. C'est c'est les divagations de Bergson, mais d'ailleurs, c'est un esprit très français, puisque ça vient c'est le héros de Bergson. C'est celui qui peut résoudre le tort que Dieu a fait à l'humanité. OK. OK. Nous, en tout cas, nous ici, tout ce qui est complotiste sont pas vraiment pris au sérieux, sont plus tournés en ridicule par les médias, puis un peu avec raison. Ils te disent que parce que nous, on vient de nous imposer un couvre-feu, puis eux, j'ai entendu que eux, ils pensaient que certains pensaient que c'était pour que le gouvernement installe des tours 5G après 20 heures. Je peux comprendre. Je ris, pas parce que je me moque, je veux dire, je ris pas parce que je me moque, je ris parce que je trouve que c'est super bien imaginé. Tu vois? Je trouve que c'est super. C'est de Ça me fait l'imagination. penser à un enfant. Et j'ai pas envie de me moquer d'un enfant parce que voilà, c'est mignon et il y a vachement d'imagination là-dedans. Moi j'ai des potes qui sont tombés malades, je suis sur le terrain tous les jours. Quand je dis sur le terrain, c'est des mecs, on en voit passer chez SOS Ciné et des trucs comme ça. Et la maladie, elle est réelle. Et ma mère, elle est tombée malade. Je suis 100% d'accord. Et machin, et ceci et cela. Et les pauvres bougres au gouvernement, c'est pas des reptiliens qui essaient c'est des pauvres bougres comme toi et moi qui, à un moment dans leur vie, se sont dit tiens, ce serait bien si je dirigeais un pays. Ce qui franchement, bon, si on m'avait demandé, j'aurais dit non, quoi, tu vois. Je pense que personne voudrait être prêt avec cette responsabilité-là. Encore moins en ce moment. Et puis, je vais te dire un truc. J'ai dit ça à un chauffeur de taxi il y a pas longtemps et il me disait, ouais, ça concerne beaucoup les complotistes. Il parlait d'un personnage politique assez extrême. Et il disait, ah là, mais cette personne nous dit en tout cas la vérité, ce que tout le monde pense tout bas, ce que tout le monde a envie d'entendre. Et je dis, mais vous faites un amalgame entre la vérité, ce que vous avez envie d'entendre et ce que tout le monde pense tout bas. Par exemple, c'est pas parce que je le pense que c'est vrai. C'est pas parce que j'ai envie d'entendre que c'est vrai. C'est pas parce que je pense que ça marche que c'est une bonne idée. C'est pas parce que j'ai une bonne idée qu'elle va marcher. Ouais. Et souvent, entendre ce qu'on a envie d'entendre, eh ben, c'est le début de l'arnaque. C'est-à-dire que moi, je sais quand on m'arnaque, quand je suis en face de quelqu'un qui essaye de me plaire. Et quand on essaye de me plaire, eh ben, je me dis, ben, il n'est pas lui-même. Il n'est pas vrai. Parce que je dis souvent ça à ma copine, je lui dis, c'est pas parce que tu vas me dire quelque chose qui va me contrarier que je t'aimerai moins. OK. C'est pas parce que tu me dis quelque chose avec lequel je suis pas d'accord avec toi que je vais pas te donner raison. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que ce que tu dis n'est pas vrai. OK. Ben, ouais. Je suis vraiment d'accord. Ouais. Puis, ça, je l'ai appris en dirigeant des gens et en me rendant compte que diriger des gens, ce n'est pas leur donner des ordres. C'est être au service de leurs idées et au service de leurs ambitions pour que eux, derrière, puissent porter ensemble un projet commun. OK. Alors après, c'est aussi choisir les gens qui vont porter le projet commun. C'est-à-dire que si je me mets à donner des moyens à des gens qui vont pas dans le même sens que tout le monde, je serai un piètre dirigeant. Est-ce que tu te considères comme un bon boss, patron? Ouais, je pense que je sais pas si je suis bon. J'en ai connu qui étaient plus mauvais que moi, mais si on demande à mon comptable te dira que je suis un bon patron parce que depuis que la société est là, un seul employé nous a quittés. Et c'est à ça que tu vois que les gens sont heureux dans l'entreprise, c'est que le premier CDI qu'on a signé, le gars est toujours là.
Cool. Et donc, ça veut dire que les gens ne quittent pas le navire et donc qu'ils ont un intérêt personnel à être là. C'est que quelque part, je dois bien faire les trucs. C'est sûr. Parce que là, pour le coup, c'est mon boulot. Puis tu nous as parlé, tu nous as dit comme si on était 100 000. Tu m'as parlé des vidéos que tu as faites avec Hardisk sur des clients qui ramènent du matériel souvent en mauvais état. Est-ce que tu as quelques anecdotes pour moi? Si, bah tiens, j'en ai eu une hier, là. J'en ai une ce matin. Ce matin, il y a un gars très énervé qui ramène du matériel à Nicolas, mais très énervé. Il dit, ah, ton optique, elle marche pas, c'est de la merde. J'ai des tâches partout sur mon film, c'est n'importe quoi. Tu sais pas travailler, vous êtes des nuls, blablabla. Très énervé. Nicolas, il met l'optique sur un de nos appareils, et il montre l'image, il dit, bah gars, je vois rien. Le mec, il est là, il comprend pas, il cherche comme ça. Mais comment c'est possible? Pourquoi moi ça me le fait, toi ça me le fait pas? Et Nicolas, il est là, bah, je sais pas, gros. Peut-être qu'il y a des taches sur ton capteur. Peut-être que c'est quand tu mets l'optique qu'il y a des poussières qui se mettent. Ah oui, bah alors les poussières se sont mises sur l'optique. Ouais, enfin, en tout cas, elles se sont mises entre le capteur et l'optique. Oui, c'est une certitude. Oui, elles se sont mises sur l'optique, c'est de ta faute. En fait, moi, j'étais pas sur ton tournage. C'est pas moi qui ai mis l'optique sur. Ah, t'es en train de dire que c'est de ma faute. Non, je suis pas en train de te dire que c'est de ta faute. Mais s'il y a une responsabilité à porter, bah, c'est plus la tienne que la mienne. Tu vois, vu que j'étais pas là. Exactement. Alors, il lui dit, bah, tu vas me rembourser, tu vas me faire un avoir, je vais reprendre l'optique et tu vas me l'offrir. Et Nicolas lui dit, bah, non, je peux pas faire ça, faut que tu appelles le patron. Alors le gars m'appelle. Je dis, oui, bonjour, c'est Albert de SOS Ciné, je vous écoute. Ah oui, c'est comme ça que tu le prends. Il est con celui-là ou quoi? Je dis, bah, c'est-à-dire, je le prends comment? Bah, va falloir changer de ton. Monsieur, je vous réponds, je viens de sortir de ma douche, j'ai mangé un Kinder Bueno, je vous avoue que tout va bien, moi. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Il dit, ah, votre optique, il me refait tout le speech. Je dis, bah, j'entends que vous êtes très contrarié et que vous avez et que c'est très difficile pour vous. Donc, je vais vous l'offrir parce que l'état dans lequel vous vous mettez, vous allez me faire un ulcère pour 30 balles, quoi. Si moi, je peux vous sauver la vie pour 30 euros, je veux dire, et que je me couche avec cette idée, ça me fait très plaisir. Alors, le mec, il comprend pas, tu vois. Il dit, bah, vous n'allez pas vous engueuler avec moi, presque, tu vois. Genre, dispute-toi, bordel. Je dis, mais j'ai aucun intérêt. Moi, je veux que ça se passe bien, tu vois. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Seulement, je vais te prévenir. Si ça se reproduit, et qu'on t'a dit que la poussière venait se mettre entre le capteur et la poussière et que tu n'as rien fait, là, en revanche, tu vas me fâcher. Parce que ça voudra dire que tu ne m'as pas écouté. Donc maintenant, tu vas aller acheter une poire et un petit chiffon. Tu vas les mettre dans ton sac tous les jours et on n'aura plus jamais cette conversation, toi et moi. Et elle m'a dit, bon, ça me va. Je dis, bon, ben voilà. Tu lui as offert. Oui, je l'ai offert une journée. Tu lui as offert le prix de la location ou tu lui as offert l'optique? Non, je l'ai offert une deuxième journée avec l'optique pour qu'il puisse retourner sans avoir à repayer l'optique une deuxième fois. Je l'ai offert dans ce cas-là parce que j'ai senti énormément de détresse chez la personne et qui m'a fait de la peine. OK. Et que je sentais qu'il avait envie qu'on fasse quelque chose pour lui. OK. Et j'en avais le pouvoir et que je pouvais le faire. Et que ça ne me coûtait pas grand-chose. Dans d'autres cas de figure, je peux aussi, avec le pouvoir que j'ai, faire chier des gens
ou décider de ne pas être sympa. Mm. Ça dépend du profil que j'ai en face de moi et ça dépend de l'honnêteté de la personne. Alors quand je parle de l'honnêteté, c'est de l'honnêteté émotionnelle. Si je pense que quelqu'un a suffisamment d'argent et essaye juste de négocier avec moi et essaye de me la faire à l'envers, j'ai pas peur d'aller au combat avec quelqu'un. OK. Hein, j'ai déjà gagné plusieurs procès, ça me fait pas peur. J'ai pas peur d'avoir un conflit, j'ai pas peur d'être allumé sur les réseaux sociaux et j'ai sûrement pas peur d'aller sur Hard Disk faire 300 000 vues en engueulant tous les cons qui m'ont fait chier pendant des années. OK. Ça me fait pas peur. Puis, est-ce que... Ah, c'est quoi t'allais dire? Mais quand je sens quelqu'un qui est en détresse et qui a besoin qu'on l'aide, et même s'il est con, même s'il me parle mal, même s'il est agressif, et que je vois qu'il est vraiment dans la merde, allez, je lui tends pas la main. Je lui donne quelque chose dont j'ai vraiment pas besoin. OK. En revanche, si j'en avais eu un tout petit peu besoin, ça reste entre nous, mais il pouvait se faire enculer, quoi, parce qu'on parle pas comme ça. OK. Puis, est-ce que t'en as d'autres, des anecdotes? Voilà, ben là, c'est celle de ce matin, elle est pas mal. Ouais. Mais... Après, ouais, il y en a d'autres, mais elles sont compliquées. Elles sont compliquées. OK. Il faut que tu saches que celle avec Hardy, je les travaille un peu en amont quand même. OK. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était 100% improvisé, moi. Tu viens de briser la Non, magie. on ramène le matos, j'essaie de me rappeler les trucs. D'ailleurs, la troisième, je l'avais assez mal préparée, j'étais un peu violent, j'étais un peu dans la violence. J'essaie de faire gaffe parce qu'il y a un côté très thérapeutique dans le fait de pouvoir comme ça, sur Internet, de dire, voilà, j'en ai ras-le-bol, et d'être soutenu par les gens, mais il y a un effet pervers de dire, ah là là, les gens sont des cons, ils savent pas se servir du matériel. Et c'est un peu là-dedans qu'on est tombé avec Hard Disk, et c'est pour ça que la série s'arrête. OK. Je veux pas non plus pointer du doigt, et c'est peut-être qu'on pourrait faire une vidéo avec Hard Disk où je dis ça d'ailleurs. Je veux pas non plus pointer du doigt en disant, ah, regardez, les gens sont des cons, ils savent pas se servir du matériel, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens sont pas des cons. C'est juste qu'ils confondent, comme beaucoup, la faute et la responsabilité. Et ils ont tendance, et c'est des conversations que j'ai eues, puis j'ai évolué depuis les vidéos d'Hard Disk aussi. C'est un truc auquel je suis extrêmement confronté dans mon métier quand quelque chose se passe mal sur un tournage. C'est de la faute de qui? Et ben, quand c'est la faute de tout le monde, c'est plus de la faute de tout le monde, c'est de la responsabilité de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde c'est tort partagé, quoi. Puis, est-ce que tu as déjà eu, après une vidéo que tu as faite avec Hard Disk, est-ce que tu as déjà eu des retours de clients que tu as parlé dans les vidéos? Bah, pas trop. Ouais, il y a une hype, machin, il y a tout un truc, mais je me tiens très éloigné de tout ça. Hein. OK. Imagine que je fais une vidéo avec Hard Disk, que je lis ni les commentaires, et que quand quelqu'un essaie de me joindre, je réponds pas au téléphone et qu'il y a des tampons entre moi et les personnes. C'est-à-dire que je fais une vidéo avec Hard Disk sur SOS Ciné, je regarde si ça marche, si ça marche pas. J'oublie pas aussi que c'est de la hype et que certains s'en souviendront, mais que la plupart des gens mettront ça dans un coin de leur tête comme un truc rigolo, mais qu'on est surtout là pour faire notre travail et du mieux qu'on peut, quoi. OK. Ce qui s'est passé avec la vidéo avec Hardy, c'est qu'on est devenu une curiosité et que des gens sont venus voir ce qu'on foutait et qui on était et ce qui se passait. Et en fait, ils ont trouvé que, au-delà du personnage rigolo, il y avait des gens comme Rodresh, Nico, Félix, Marvin, Johan et d'autres qui travaillent très bien et qui, eux, sont ni là pour se foutre de la gueule du monde et sont pas là pour faire des blagues. Et c'est pour ça que la vidéo a bien marché, c'est que c'était un spot publicitaire, en fait, décalé, qui a super bien marché et qui disait simplement, regardez, on est une boîte de log, quoi. Parce que dans toutes les boîtes de log, il se passe la même chose, pas juste chez nous. OK. Ouais, mais je pense que c'est pas toutes les patrons qui ont les couilles de faire ça. Non, il n'y a personne qui a eu les couilles de faire ça. Et quand j'ai fait ça, les autres loueurs m'ont mis de côté comme un paria, comme si j'étais un hérétique, un espèce de... Ils m'ont excommunié. J'étais excommunié de la communauté des loueurs pendant quelques années. Pendant un an, suite à la vidéo d'Hard Disk. Ça m'a pas trop changé de mon quotidien depuis que je suis un petit enfant, parce que tu vois, j'ai une gueule un peu atypique.
Un jour, je draguais une nana dans un bar et elle me dit t'es de quelle origine? Et je lui réponds je suis français. Elle me dit mais avec ta gueule, c'est pas possible. Et je lui réponds qu'est-ce que t'es raciste, toi? Mais je peux pas être raciste. Je suis d'origine machin. Et je dis mais tu vois bien que ça n'a rien à voir. Mes parents sont français, mes grands-parents sont français, mes arrière-grands-parents sont français. Tu me demandes mon origine, je suis français. Et c'est bien parce que, avec la gueule que j'ai, que je suis français, qu'il faut arrêter de demander mon origine. C'est sûr. Puis... Que toi, tu sois pas de la même origine que moi, c'est un fait. Mais accepte que moi, je sois français, bordel. Et c'est pas une critique envers tes origines à toi. Ça n'a rien à voir. Mélange pas tout. Et donc, ça a été souvent le cas dans ma vie. On m'a souvent mis de côté. Petit, j'avais un nom à consonance judaïque, mais je n'étais pas judaïque. Du coup, j'étais né dans les années 80, donc il y avait encore, c'était le début de la guerre du Golfe, machin, etc. Enfin, j'étais dans des collèges difficiles. C'était compliqué. J'entendais beaucoup d'insultes à mon égard. Et quand j'allais me réfugier chez les gens qui étaient censés me protéger, chez les groupes, tu sais, il y a des clans dans les écoles, et quand j'allais me réfugier dans les clans, on me disait mais toi t'es pas comme nous. Donc quand j'ai fait cette vidéo avec Hard Disk et que les loueurs m'ont dit t'es pas un loueur, j'ai dit bon, ça me change pas trop d'habitude, je connais. Puis est-ce que les vidéos que tu as faites ont amené parce que là, tu as un magasin, l'adresse est publique, numéro de téléphone public. Est-ce que ça l'a amené du monde qui t'appelait juste pas sérieux, juste pour te parler ou qui venait juste pour te parler à ton magasin? Il paraît que c'est arrivé, mais comme je réponds pas au téléphone, mais il paraît que c'est il y a des gens qui se sont pris en selfie et tout. Il y a des bons gueudins. Je félicite leur dinguerie. Laissez-moi en dehors de ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est la boîte, c'est un terrain de jeu, mais je suis un être humain, je ne suis pas un personnage de bande dessinée. Il faut absolument me laisser en dehors de ça. Et j'ai des fusibles, de toute façon, j'ai des gens qui me protègent. Ouais. Alors quand je dis des gens qui me protègent, une standardiste, une secrétaire, des machins, des trucs qui font que les gens ne sont pas directement en contact avec toi. En contact avec moi, comme tu as pu le voir, tu vois, tu as envoyé un mail, il y a quelqu'un qui t'a répondu, machin, etc. Et puis là, on rentre en connexion tous les deux, c'est très important, oui. Parce qu'il faut comprendre que je suis avant tout aussi, je fais toute la journée, j'ai du travail, quoi. Ouais. J'administre énormément de choses. C'est sûr, c'est sûr. Puis, j'ai une question pour toi. Je sais que la question va te fâcher, mais j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi qu'elle te fâche. Albert, c'est quoi la meilleure caméra? Et elle me fâche de moins en moins parce que je déteste être fâché. OK. Hein, vraiment, quand quelque chose me fâche, alors d'abord ça me fâche, ensuite je passe un coup de gueulante, après tout le monde trouve ça très, très, très drôle. Et puis une fois que je suis redescendu de ma colère, j'essaie de comprendre pourquoi ça me fâche. Tu vois, c'est exactement ça. OK. Ce qui me fâche, c'est d'abord que moi-même, j'ai eu la même réflexion et que je n'ai pas réussi à répondre à cette question. Et lorsque j'ai trouvé la réponse, ce qui m'a fâché, c'est que personne ne faisait le chemin d'aller chercher la réponse tout seul. Et donc, ce qui me fâche, c'est que la Terre entière n'est pas comme moi. Voilà, ce qui me rend extrêmement égocentrique, mais je me soigne. Alors... Et je vais même pouvoir répondre à ta question. Oh. Ce qui me fâche maintenant, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une position pour répondre à cette question, qui sont les youtubeurs, et qui s'efforcent de continuer à faire croire que cette question existe. À faire croire que cette question existe. Cette question n'existe pas. Là, puisque si tu la poses, tu la rends réelle, bien sûr, mais elle n'a aucune base concrète. Il suffit pour ça de reprendre l'histoire du cinéma où on essayait simplement d'abord de faire des films, et lorsqu'on a fait des films, on a essayé de faire les meilleurs possibles.
et d'intéresser le public et d'avoir des images de plus en plus spectaculaires. Et j'ai eu tout à l'heure quelqu'un au téléphone qui m'a appelé. Il est tombé sur moi, c'est moi qui ai décroché le téléphone. Et ce con, il n'a pas eu de chance, il est tombé sur moi et il m'a dit « C'est quoi la meilleure optique pour avoir une image cinéma ?» Parce que maintenant, ils ont compris. Hein. Maintenant, ils ne me posent plus la question « C'est quoi la meilleure caméra ?» Ils me demandent « C'est quoi l'optique pour avoir une image cinéma ?» Et il est tombé sur moi, le mec. Et je lui ai dit « Mais il n'y a pas d'optique qui peuvent rendre ton image spectaculaire. Il n'y a que ce que tu en fais. Il n'y a aucune caméra qui te rendra ce que tu fais spectaculaire. Il n'y a que ce que tu as là-dedans. Tu veux la meilleure caméra ? Fais un truc spectaculaire et filme-le. Tu auras la meilleure caméra. C'est sûr. C'est sûr. Je me rappelle, un moment donné... Il y a vraiment des caméras de merde. Hein. un jour, tu avais fait un live où tu disais « Hey, je vais vous présenter la meilleure caméra », puis à la fin, je pense que tu avais sorti un stylo. Ouais. Ça m'avait fait rire. J'étais comme « Ah, c'est quoi la meilleure caméra, là? C'est quoi? Ah, il va-tu la sortir? Ah, il la sort. Ah, c'est un stylo. » Oui, c'était une vanne qu'on avait trouvée avec Jules, ouais. Puis, ouais, parce que... Tu sais, moi, j'ai fait des films à une époque, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on faisait des films, mais mes premiers films, je les ai faits avec des webcams. Enfin, la meilleure caméra, c'est la question que tu te poses quand tu as tellement peur de ce que tu as dans la tête que tu vas te mettre une contrainte technique pour t'empêcher de le faire. Exactement. Tout à l'heure, j'ai une femme au téléphone, elle me dit... 10 minutes, elle me parle. Ouais, aujourd'hui, j'ai répondu de temps en temps. En ce moment, je réponds de plus en plus au téléphone. Voilà. Ça me permet de rester en contact avec les gens, ça me fait plaisir. Et 10 minutes, elle me parle, mais elle me raconte sa vie, quoi. Mais ça, toute sa life. Je veux dire, je connaissais le prénom de ses enfants. À tel point, à un moment, je me suis baladé avec le téléphone pendant 10 minutes, je l'ai mis sur mute, je continuais à parler aux gens, et elle continuait à parler. Bon, j'écoutais plus ce qu'elle disait, tu vois, au bout de 3 minutes, j'avais décroché de la conversation. Et mais grosso modo, j'avais compris, quoi, tu vois. Et donc, j'attends qu'elle finisse de parler. Je prends le téléphone, je dis, madame, ce qu'il vous faut, c'est pas une caméra, c'est quelqu'un qui vous la tient. Mais je comprends pas. Je dis, vous voulez faire un film? Elle me dit oui, il vous faut une équipe. Il me dit oui, mais je pensais que... Ah ouais, mais ça, je vous crois. Vous avez un budget, vous avez 300 €, donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Ne les filez pas à moi. Prenez un mec dont c'est le métier qui en a besoin là, de gagner 300 balles. Parce que moi, je vais vous louer une caméra à 20 balles. Parce que les caméras que j'ai à 20 balles, c'est les seules que vous allez pouvoir utiliser. Tout ce que j'ai de plus cher, vous allez vous faire chier. Donc personnellement, j'ai pas besoin de gagner 20 €. Et vous avez besoin de faire un bon film, allez trouver un quart d'heure. Ah, je sais pas comment faire. Vous avez Facebook, vous allez taper groupe court-métrage sur Facebook et vous allez dire, et vous allez me raconter exactement ce que vous avez raconté à moi à quelqu'un. Vous allez tomber sur quelqu'un d'aussi malade que vous qui va vous faire, qui va vouloir passer une journée avec vous, et vous allez vous trouver et ça va être formidable et vous allez passer une journée merveilleuse avec cette personne. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Par pitié, ne me rappelez plus. Puis, est-ce que tu as déjà vu des films québécois? Ouais. Lesquels? Je ne saurais pas te les dire, mais je me souviens parce que j'ai vu des films avec ton accent et rien que pour l'accent, je suis resté tout le long. Tu vois, j'étais comme as. J'ai même vu un film américain avec Robert De Niro et le mec qui joue dans Fight Club. Ok. En version québécoise. Oh. Tu sais, j'avais un DVD et en fait, j'ai mis la version française et je me souviens, j'avais entendu l'auto à la place de la voiture. Je me dis pourquoi il dit l'auto, et j'ai écouté l'accent et j'ai regardé tout le film en version québécoise. Je trouvais ça dingue. C'est vrai que moi je regarde beaucoup de créateurs de contenu français, artistes, je regarde beaucoup de créateurs français et je pense que je réussis à bien gérer, à bien comprendre l'accent. Mais c'est vrai que l'auto, pour moi, c'est... Ouais, on s'en va dans l'auto. Voiture, je dis jamais ce mot. Comme un accent, même avec la même langue, fait qu'il y a une culture qui est tellement large.
Puis, es-tu déjà venu au Québec? Jamais. Jamais, Jamais? jamais. J'avais rencontré lors de vacances des gens qui étaient québécois qui me disaient que par moins 50, ils n'allaient pas à l'école. Je trouvais ça extrêmement violent. 50. Hein. C'est quoi le plus froid en France en hiver? Ah, quand il fait moins 10, c'est la guerre nucléaire. OK? Ah Ouais. oui, quand il fait moins 10, mec, c'est fini. Il y a plus de route, les transports sont gelés, les voitures ne démarrent plus. C'est- Oh! Ici, -10, c'est le quotidien, je dirais. J'aime bien le froid, mais je suis pas frileux, donc ça va. Mais si t'aimes le froid, le Québec, c'est cool, mais tu peux venir en été. Là, l'été, c'est normal. Il y C'est a beaucoup de normal. moustiques, il paraît. Euh, ça dépend si t'es en ville ou pas. Si t'es en région, tu vas avoir des mouches à chevreuil qui vont te piquer. Des mouches à chevreuil, ok. Ça, c'est comme un gros, gros, gros moustique qui part avec un bout de peau d'environ un demi-centimètre. Ouais, ouais. Un gros moustique, là. Ah ouais, c'est un oiseau, le machin. Mais en ville, il n'y a pas ça. En Ok. ville, il n'y a pas ça. Ben, quoi que ça dépend. Mais ouais, c'est cool. Puis, est-ce que tu es quelqu'un qui cuisine dans la vie? Non. Non? Ah C'est quoi non. ton repas préféré? Hein? C'est quoi ton repas préféré? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est inviter des gens au restaurant. OK. Je connais des bons restaurants français, machin, etc. J'aime bien quand il y a du croquant, quand il y a des saveurs dans l'assiette, quand c'est compliqué, quand vraiment ça envoie. Voilà, quand je sens qu'il y a vraiment du taf, quoi. Après, j'aime bien les choses simples, tu vois, genre purée, machin, etc. Ça me fait rigoler. Mais moi, j'aime bien les petits. En fait, les repas que j'aime bien, c'est quand il y a plein de petits trucs. OK. Genre plein de petits mezzés, plein de petites choses et tout. Donc j'invite des gens au restaurant. Et à la fin, j'adore parce que j'arrive me dire, ah, Albert, c'était formidable, merci beaucoup et tout. Et moi, je la regarde, je dis, mais vous savez, on va partager l'addition. Hein. Moi, j'ai rien fait. Puis, euh, t'as jamais goûté de poutine, ça veut dire, si t'es jamais venu au Québec? Non, jamais. C'est C'est. quoi? Tu sais pas c'est quoi? T'en as jamais entendu parler? De quoi? De Euh, poutine? ouais. Non. C'est des frites avec du fromage en grains. C'est un Ouais. fromage En spécial. grain? Ouais, c'est un fromage spécial qu'il y a juste au Québec. C'est. Je saurais pas dire ça vient de. C'est quel style de fromage français. Mais c'est des frites avec du fromage en grains. Puis ici au Québec, on appelle ça de la sauce brune. C'est une sauce à la viande. Je je sais pas comment la décrire, mais c'est super bon. Je la vends super bien, je le sais, là. Mais ouais, ouais, Ah, ça a l'air cool. ouais. C'est bon, oui. Ça Puis, a l'air bien. puis t'as des variantes de poutine. T'as une poutine avec de la sauce bolognaise. Euh, t'as des poutines Mais toujours extra des frites. viande. Oui, toujours des frites. Ça, c'est la base. La base, c'est les frites puis le fromage. Ah oui, Mais, ok. mais des fois, il y a des variantes. Des fois, il y a des variantes. Ouais, c'est un vrai plat du Nord, quoi. Euh, du Nord. Ouais, c'est les plats du Nord, c'est les plats costauds. Tu vois, c'est quand il fait OK. froid, quoi. C'est viande, fromage, sauce pour Ben, tenir au mettons, chaud. c'est parfait quand tu sors d'un bar le soir. C'est Ouais, parfait. aussi, ouais. C'est Avec parfait. l'alcool. Hey, Ça rince. écoute, Albert, le temps file et j'aimerais te remercier d'avoir participé à mon podcast. C'était vraiment très cool. J'ai vraiment apprécié parler avec toi. Est-ce que tu as apprécié le participer? Complètement. Je te souhaite bon courage, bonne chance. J'ai envie de te dire aussi,
Hésite pas à à retrouver autour de toi des gens qui partagent comme toi l'envie d'interviewer d'autres personnes et tout pour parler de tes problématiques, d'aller trouver des groupes où tu puisses rencontrer des gens qui ont la même énergie que toi dans ta ville, dans les environs, et d'essayer de créer autour de ce que tu fais des ralliements de gens, puisque c'est comme ça qu'on devient plus fort, c'est à plusieurs. Ouais, exactement. Exactement. Écoute, je te souhaite une bonne soirée dans ton cas. Pour moi, on est en milieu de journée. Et tous les liens pour te suivre sur tes réseaux sociaux vont être dans la description du podcast. Puis, avec plaisir. Et puis maintenant, je te suis sur Instagram, donc je te surveille. Tu me surveilles. Merci à toi, Albert. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast, tout le monde. Ciao. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.